Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Clash of Champions 2020. Avant de commencer cette review, parlons de l'avant-show, c'est-à-dire qu'on nous a annoncé que Nia Jax et Nikki Cross ne pouvaient pas combattre ce soir, ce qui fait que Bayley contre Nikki Cross est annulé et Nia Jax et Shayna Baszler face au Riot Squad est annulé. Voilà, 2 matchs annulés, mais on nous annonce aussi que Bayley aura un segment à elle où elle va parler de cette situation. Et bah c'est pas plus mal, c'est 2 matchs que j'avais pas forcément envie de voir, surtout le Nikki Cross Bayley. Donc franchement ça m'enlève un poids, ça enlève quelques minutes en plus à chaud, parce que ça sera pas forcément remplacé, et je trouve ça bien. Les 2 matchs, je trouve pas que ça méritait forcément du temps d'antenne, donc je trouve ça plutôt cool, même si c'est quand même annoncé 50 minutes avant le show. C'est la WWE, maintenant ils font ça, mais c'est quand même pas terrible d'annoncer ça si proche du show. Et donc on n'a qu'un match dans le kick-off, c'est Cesaro et Nakamura qui défendent leur titre tag face à la Lucha House Party. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo pronostic, c'est un match qu'on a déjà vu, qu'on a vu beaucoup de fois, mais qui m'intéresse pour le coup, qui m'intéresse toujours. Et surtout après ce qui s'est passé ce vendredi à SmackDown où on a eu encore une fois de la tension dans l'équipe de la Lucha House Party. Et je pensais justement que suite à cette tension, Kalisto ne serait pas dans le match, ce serait celui qui ne serait pas dans l'équipe type. Et finalement si, c'est lui qui est dans l'équipe. Et le match est cool. Et le match est cool. Et je me suis fait une réflexion, alors c'est un peu débile, mais je voudrais voir Cesaro et Kalisto quand même catcher, avoir un match de 20 minutes, 25 minutes. Je voudrais ça, juste pour mon plaisir, juste pour mon plaisir personnel. Juste comme ça, la W, faites-moi un kiff. S'il vous plaît, faites un match Cesaro-Kalisto de 25 minutes, où Cesaro balance Kalisto et Kalisto fait des The Rock Arena. Allez, s'il vous plaît, faites ça, parce que c'était encore une fois génial. Vraiment, c'était top. On attend pendant le match le moment où il va y avoir des petits problèmes entre la Lucha Party, mais il n'y en a pas vraiment. En fait, il n'y a pas vraiment de problème de taille, il n'y a pas vraiment d'embrouille dans l'équipe. C'est une fin plutôt classique où Nakamura et Cesaro vont conserver leur titre. Et je m'attendais pareil à un aftermatch où on allait remettre la tension, remettre de la tension entre la Lucha House Party, entre chaque membre. Et rien du tout. Donc voilà, pas de suite. On en saura sûrement plus du côté de SmackDown vendredi. Mais bon, ça fait quelques semaines qu'il y a de la tension et ça n'avance pas vraiment. Mais bon, bref. En tout cas, Cesaro et Nakamura sont champions. Et c'était plutôt un bon kick-off. On ouvre la carte principale avec le ladder match à 3 pour déterminer qui sera le prochain champion intercontinental. Jeff Hardy qui est un peu le champion sortant. Sami Zayn qui est le champion... qui se présente comme étant le champion légitime, et AJ Styles qui est rajouté là-dedans. Et donc je trouve que c'était vraiment un bon choix d'opener. Voilà, t'as tout, c'est-à-dire que t'as du prestige pour le titre intercontinental, t'as le fait que t'as 3 grosses superstars de la WWE, donc forcément en opener c'était top. Et que dire de ce gros bordel? Et quand je dis gros bordel, c'est pas forcément péjoratif, c'est-à-dire que c'était un bordel presque organisé. Alors oui, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais quand tu vois le ring, quand tu vois l'extérieur du ring, le bordel que c'était, mais c'était plutôt bien fait. C'est-à-dire que c'était bien réalisé. On a 25-30 minutes de match, c'est énorme. Et je trouve que je vois pas le temps passer déjà. Déjà c'est une bonne chose, je vois pas le temps passer, c'est pas trop long. Et quelle originalité, il y a de la création, il y a de la créativité dans ce match, c'est dingue. De réussir à réinventer des choses dans des ladder matchs en 2020, je trouve ça fou. Je trouve ça fou et je trouve ça bien joué de la part des trois. Parce qu'on est en 2020, il y a eu des centaines et des centaines de matchs de l'échelle. Et tu crois avoir tout vu, avoir tout vu, mais non, c'est pas le cas. Et les trois là ont vraiment fait du gros boulot. Alors, qu'est-ce que c'était violent, c'était vraiment violent. Alors il n'y a pas eu de sang, de ce genre de choses, mais bon, disons que les menottes qui passent à travers l'oreille de Jeff Hardy, voilà, faut aimer ce genre de choses. Ça me rappelle le tournevis que Randy Orton avait mis dans le lobe de l'oreille de Jeff Hardy. C'est un peu le même genre. Du coup, Jeff Hardy va se promener avec une échelle collée à son oreille en quelque sorte, avec les menottes, mais c'est du jamais vu, c'est du grand n'importe quoi.
c'est à la fois marrant mais tellement du génie en fait. À la place de Sami Zayn, c'est du génie, c'est clairement du génie. Et Sami Zayn qui va à la fin du match va feindre d'avoir perdu les clés, mais en fait il va les retrouver, il va piéger Jay Styles comme ça. Je trouve ça fou. Le coup des menottes de Sami Zayn, ça a rapporté vraiment un truc en plus dans ce match qui était déjà top, qui était hyper violent, avec un Jeff Hardy qui prend tous les risques dans ce genre de match, mais on n'est plus étonné, hein, Jeff Hardy. J'ai mal pour lui, j'ai peur pour lui à chaque fois, mais il fait les choses et c'est un malade. C'est un malade, hein, c'est tout, il faut le dire, mais voilà. S'il aime ça, il aime ça, mais voilà, c'est Jeff Hardy, on n'est plus étonné. Mais ouais, c'était top, les trois ont vraiment brillé, je trouve. Voilà, l'intelligence de Sami Zayn a été au-dessus, je trouve. Je trouve que ça a été bien mis en scène. On a vu l'intelligence de Sami Zayn, j'ai trouvé ça cool. On a vu la folie de Jeff Hardy, c'était cool. Et on a vu la technicité de Jay Styles, j'ai trouvé ça cool aussi. Et donc avec cette fin de match où Sami Zayn est plus malin que les deux autres, on va les attacher à des échelles et va devenir champion intercontinental. Donc Sami Zayn reprend son titre qui lui était légitime selon lui. Donc voilà. Que dire, franchement, à la fin du match, je trouvais la victoire de Sami Zayn logique. J'avais rien à dire. Moi qui avais pronostiqué une victoire de Jeff Hardy, j'ai rien à dire sur une victoire de Sami Zayn parce que ça me paraît cohérent et logique vu le match. Et ouais, et ça me convient, vraiment ça me convient. Et j'ai juste envie de dire chapeau les gars, j'espère qu'il n'y aura pas de blessure, j'espère qu'il n'y a pas de blessure. Parce que ouais, comme j'ai dit c'était violent, mais juste chapeau. Vraiment vous avez fait un sacré match. Asuka défend son titre de championne d'Euro face à Zelina Vega. Un match qui me hypait un tout petit peu, c'est-à-dire que je voulais voir de quoi était capable Zelina Vega dans un pay-per-view face à une championne telle qu'Asuka. Et j'ai envie de dire de ce match que c'était simple mais efficace. Alors simple mais efficace dans le sens où c'est 7 minutes de combat, vous allez me dire c'est pas énorme. Oui c'est pas énorme mais je trouve qu'en 7 minutes on en a vu assez. On en a vu assez pour croire en Zelina Vega. On en a vu assez pour se dire que Zelina Vega pouvait être crédible dans cette division féminine, pouvait vraiment... avait vraiment un rôle à jouer dans cette division féminine et j'ai apprécié ces 7 minutes. Ils vont essayer de rendre la chose crédible avec une Zelina Vega qui va s'attaquer au bras de Asuka pendant le match. C'est bien réalisé, c'est vraiment bien réalisé. J'aime beaucoup le début de match avec la technique au sol, avec beaucoup de techniques et c'était vraiment fun. Et j'aime beaucoup aussi ce contre de fin de match avec cet enchaînement de roll-up où Zelina Vega va faire un super roll-up et à un moment donné Asuka va la prendre en Asuka Lock et la faire abandonner, mais c'était super, vraiment c'est 7 minutes qui passent bien, qui passent très bien. Et cette fin de match où Asuka et Zelina Vega vont se faire un salut japonais, mais finalement Zelina Vega va attaquer Asuka. Elle ne respecte toujours pas Asuka et elle a toujours énervé Zelina Vega, donc j'ai trouvé ça cool dans le comportement, dans l'attitude. On en verra sûrement plus à Raw demain. Mais ouais, vraiment, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que j'en attendais pas forcément plus. Je voulais pas un match de 20 minutes, voilà. Ça restait Zelina Vega, elle est pas mise en avant tant que ça, elle n'a pas été superbement construite. Mais voilà, c'est un bon petit teaser, c'est 7 minutes qui passent bien, donc vraiment, j'ai pas boudé mon plaisir. Bobby Lashley défend son titre des États-Unis face à Apollo Crews dans un match de 7, 8, 9 minutes, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé que c'était meilleur qu'à Payback. À Payback, je crois que c'était 12 ou 13 minutes, quelque chose comme ça. Et je trouve que c'était bon, mais sans plus. Je te dirais pas là que c'est un match 5 étoiles, quand même pas. Mais je trouve que sur 7-8 minutes, l'action est mieux condensée. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Et voilà, c'est un peu comme Zelina Vega face à Asuka. J'ai pas d'autre chose à dire, c'est-à-dire que c'est bon, mais sans plus. Le programme en lui-même m'excite pas forcément, donc je suis pas à fond derrière Apollo Crews, je suis pas à fond derrière Bobby Lashley, mais je me posais juste une question, c'est quand même, c'était plus une réflexion, quand même, on a quand même perdu du temps avec Bobby Lashley en le mettant dans des feuds très nuls, en le faisant catcher face à des catcheurs très moyens, alors que Bobby Lashley, il a 44 ans, il a un physique incroyable encore. Et qu'est-ce qu'il est bon sur le ring, il est vraiment bon sur le ring. On s'est moqué à un moment donné parce qu'il y avait des matchs pas terribles, il y avait des choses pas bonnes. Mais Bobby Lashley, le catcheur en lui-même, il est quand même capable de faire de très bonnes choses. Et je me permets de le rappeler parce que ses premiers mois de booking et tout n'étaient pas bons. Et là, par exemple, le match face à Drew McIntyre,
ça nous avait permis de nous dire ok, il est quand même toujours au niveau. Il y avait eu un match face à Roman Reigns aussi, mais voilà, je trouve ça important de le dire. Bobby Lashley va remporter ce match avec sa Full Nelson. C'était attendu, voilà, comme je disais, c'était sympa, mais sans plus. On est un peu dans le ventre mou du pay-per-view, donc on se contente de peu. Je parlais de ventre mou tout à l'heure. Là, on est en plein dedans. Les Street Profits défendent leur titre de champion par équipe face à Angel Garza et Andrade. Et je dis que c'est un ventre mou, mais c'est presque à contre-cœur parce que, en termes de pur catch, je pense que c'est leur meilleur affrontement entre ces deux équipes. Vraiment. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'elles se sont affrontées je ne sais pas combien de fois. J'ai vu une stat, je crois que depuis 20 juin, un truc comme ça, elles se sont affrontées 5 fois. 5 fois. C'est trop depuis juin. C'est beaucoup trop. Comment veux-tu avoir de la hype pour un match alors que tu as déjà vu ce match 5 fois et en plus de ça, que tu n'as pas de hype particulière pour la Division Tag de la WWE parce que la WWE s'en fiche. Donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. On a une fin de match qui est compliquée aussi parce qu'on va avoir le signe X pour Angel Garza qui s'est blessé. Alors j'espère que c'est pas très grave, j'espère vraiment. Là je sais pas trop ce qu'il a pour le moment, voilà, on en saura plus d'ici quelques heures. Mais voilà, il y a le signe X qui a été fait pour Angel Garza pendant le match. Donc voilà, ça sent pas très bon. Et on a ce finish botché où Angelo Dawkins va faire le tomber et Andrade va se relever, mais l'arbitre va quand même compter jusque 3. Et tu sens qu'Angelo Dawkins est énervé, tu vois sa tête, il est vénère. Il est vénère l'Angelo Dawkins et je peux le comprendre. Peut-être voilà, mauvaise communication entre lui, Andrade et l'arbitre. Voilà, très bizarre cette fin, mais voilà, c'était vraiment un bon match. Mais il faut passer à autre chose. Maintenant, il faut vraiment passer à autre chose. Il faut trouver de nouveaux challengers pour les Street Profits. Voilà, il faut trouver quelque chose d'autre. Bayley qui devait avoir un match face à Nikki Cross ce soir et sur le ring et va faire une sorte d'open challenge. Voilà, elle va demander à n'importe quelle fille qui est en backstage de venir sur le ring pour l'affronter pour le titre vu que Nikki Cross n'est pas là. Et qui c'est qui va venir? C'est Asuka. Voilà. Voilà ma déception. Je crois que c'est la première fois depuis qu'elle est à la WWE que je suis pas content de voir Asuka. Clairement. C'est-à-dire que Nikki Cross Bayley, tu passes d'un rematch, d'un match que tu as vu plein de fois, à Asuka Bayley, un match que tu as vu plein de fois. Voilà, donc déjà à partir de ce moment-là, tu te dis bon ok, un peu blasé parce que j'aurais aimé voir un petit truc plus frais, un truc plus cool, et en plus le match ne va pas durer parce que Bayley va se faire disqualifier, va attaquer Asuka avec une chaise, donc tout ça pour ça. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire, Asuka ne sert à rien, ne sert vraiment à rien. Et Sasha Banks va faire son retour et va attaquer Bayley. Je suis content de revoir Sasha, je suis très content. Mais pourquoi, tout simplement, Sasha Banks n'a juste pas attaqué Bayley pendant la promo de Bayley, voilà, pas forcément d'Open Challenge ou je sais pas quoi. Pourquoi on est obligé de rajouter Asuka, d'avoir un... Enfin, ça ne sert à rien, on aurait pu juste faire une attaque de Sasha Banks, ça aurait été plus court, ça aurait été mieux. Mais bref, c'est la WWE. On a une belle attaque de Sasha Banks avec Kendo Stick, avec chaise. Je trouve ça bien. Il faut de la brutalité, il faut de la violence dans cette feud parce que, voilà, on a touché un truc très personnel, on a touché à l'amitié. Et quand c'est des feuds sur des amitiés brisées ou ce genre de choses, je trouve ça important d'avoir de la brutalité et une sorte de vengeance et de haine. Donc voilà, c'était sympa ce segment, mais non, le truc avec Asuka l'Open Challenge, c'est un gros nom. Drew McIntyre défend son titre de la WWE face à Randy Orton dans un ambulance match. Wow, par où commencer? Déjà, je vais pas le redire, mais pour moi c'est l'une des meilleures feuds de l'année. Voilà, il y a aucun problème là-dessus. Maintenant la stipulation posait beaucoup de problèmes dans le sens où j'aurais vraiment aimé avoir un match entre les deux simple, un nouveau, mais un plus long que ce qu'on a eu à SummerSlam, et avec une vraie fin. Et je savais qu'avec cette stipulation, forcément, on allait être très peu sur le ring, et ça allait se jouer sur de la bagarre, sur du fight, sur des objets, sur des spots, plutôt que sur des techniques in-ring. Sur ça, j'ai pas été déçu, les spots sont plutôt cool, et ça se bagarre bien. Vraiment, Randy Orton vend super bien les coups de Drew McIntyre, ça passe bien. Maintenant, parlons quand même du booking en lui-même du match. Big Show,
Christian et Shawn Michaels vont intervenir pour attaquer Randy Orton. Voilà, 3 des victimes de Randy Orton. Ça fait sens en termes de storytelling. Ils viennent se venger. Orton les a mis à l'hôpital. Match de l'ambulance. Ils veulent mettre Orton à l'hôpital. Ça fait sens. Ok, pourquoi pas. Ça, en termes de storytelling, de ce niveau-là, ça fait sens. Franchement, ça me choque pas vraiment. Maintenant, est-ce que, parce que bon, voilà, vous connaissez le résultat du match, est-ce que vraiment, enfin, Drew McIntyre est ton plus gros face de la WWE en ce moment même. C'est le visage de la WWE, c'est ton plus gros face. Est-ce que ton face passe vraiment pour un face quand il gagne avec des interventions donc de 3 personnes, de 3 légendes, en mettant aussi les doigts dans l'œil juste avant le finish du match? Vraiment WWE, est-ce que Drew McIntyre est le bon face dans l'histoire? Je me pose la question. Je me pose vraiment la question. Et forcément, quand le Big Show intervient au bout de 3 minutes, t'as compris l'histoire. T'as compris que toutes les légendes que Orton a attaquées allaient venir et que Orton allait perdre ce match. Vraiment, au bout de 3 minutes, tu as vu tout le script du match, tu as vu tout le booking et tu as tout compris. Et voilà, forcément, le fan d'Orton que je suis est déçu. Pas forcément du résultat, parce que Orton perde ou gagne, c'est pas vraiment ça qui m'importe en tant que fan de Orton, c'est plutôt la manière dont il est utilisé et si vraiment il mérite, entre guillemets, d'être bien utilisé. Je trouve qu'il mérite sur cette année, mais bon bref, ça c'est un autre débat. Mais voilà, donc Drew McIntyre va conserver son titre et va surtout, avant de finir, porter un gros kick dans la tête à Randy Orton, une sorte de pun kick à la Orton, ce qui veut clairement dire qu'Orton ne sera pas là pendant quelques temps, j'imagine. Je pense que même on ne verra peut-être pas d'ici la fin d'année. Peut-être que Orton a fini son année, c'est possible, hein. C'est très possible, c'est vraiment possible. Ou alors qu'il sera drafté du côté de SmackDown, ça c'est encore plus possible. Mais voilà, beaucoup de déception forcément en termes du booking du match. En fait, que Drew McIntyre conserve sa ceinture, moi je l'entendais, mais avec une vraie bagarre, avec un truc à la fin ou un gros spot final et un truc où voilà. Justement, il gagne. Il est plus fort que Randy Orton, il gagne. Ok. Orton aurait pu gagner ce titre avec un Drew McIntyre justement qui est peut-être aveuglé par sa haine là sur Randy Orton et avoir un Orton un peu plus vétéran, un peu plus malin qui gagne sur un petit coup de roublardise comme on dit. Ça, je l'aurais accepté. Mais là, un booking comme cela peut tirer par les cheveux. Ouais, non. Et c'est Ric Flair qui conduit l'ambulance en plus derrière. Vraiment, c'est un sketch. C'est vraiment un sketch. Et j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Là, c'est le fan d'Orton qui va parler. Je pense qu'Orton ne sera plus champion du monde voilà, à la WWE. Ça fait 2-3 ans où il a des opportunités. Je me rappelle face à Kofi Kingston où on se dit s'il y a quelqu'un qui doit terminer le règne de Kofi Kingston, c'est Randy Orton. Ça n'est pas arrivé. Là, on se dit s'il y a bien quelqu'un qui peut terminer le règne de Drew McIntyre, c'est Randy Orton. Ça n'arrive pas. Donc je pense que c'est mort. Je pense que Randy Orton ne sera plus champion du monde. Il faut se faire l'idée, voilà, il faut s'y faire et c'est comme ça, mais voilà, je suis un peu triste forcément, mais voilà, j'espère que Drew McIntyre va quand même se relever entre guillemets de ça, parce que ouais, c'est clairement pas une victoire très bonne en fait, j'ai envie de dire, c'est même pas une bonne victoire pour Drew McIntyre je trouve, mais voilà, une grosse déception ce match. Et donc le main event, Roman Reigns défend son titre New Universal face à Jey Uso. Que dire. Alors, déjà, la feud en elle-même, je trouve qu'elle a vraiment démarré, enfin, on va dire qu'elle a atteint son sommet vendredi, c'est-à-dire 2 jours avant ce Clash of Champions, avec cette promo de Jey Uso et avec le fait que Roman Reigns attaque Jey Uso. Et en fait, voilà, je me plaignais entre guillemets les dernières semaines en mode Jey Uso, voilà, et Roman Reigns, il n'y a pas de physicalité encore, et on comprend pas trop où ça veut aller, Roman Reigns pas très agressif pour le moment, et Jey Uso, lui non plus. Et en fait, avec ce truc qu'il y a eu vendredi, je me suis dit, c'était pas si mal construit pour en arriver à ça vendredi. Donc, au final, voilà, la construction est bonne et t'avais envie de voir ce match. Et je pense que je vais pas être de l'avis général, c'est-à-dire que voilà, l'avis général sur ce match, c'est-à-dire que c'est une masterclass, c'est un chef-d'œuvre de storytelling. Et sur ça, sur le storytelling, je suis d'accord. L'attitude de Roman Reigns, voilà, qui
qui va dominer le match avec un babyface comme Jey Uso en underdog qui veut se battre, qui va tout donner pour essayer de battre le grand méchant. Voilà, en termes de storytelling, c'est très propre. Roman Reigns, l'attitude, la façon d'être, tout simplement, la façon de se porter, de se mouvoir, avec aussi beaucoup de trash talk. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pendant les matchs quand les catcheurs parlent avec leur adversaire pendant des moments de domination, parce que voilà, certains moments de domination sont un peu longs et lents, surtout dans ce match, mais quand il y a du trash talk et tout, ça rend le truc quand même plus intéressant, plus sympa. Et là, Roman Reigns va beaucoup parler et ça j'aime bien. Pour le coup, ça j'aime bien. Donc pour moi, il y a rien à dire sur Roman Reigns en lui-même. Parfait, vraiment excellent dans ce rôle-là. Mais c'est plutôt la longueur du match. Voilà, le match va durer plus de 20 minutes. Et je me dis, est-ce que vraiment 20 minutes pour ça? Alors, je vais pas être méchant, mais disons que c'est que Jey Uso. Et je trouve que Jey Uso va faire 2-3 comebacks, mais sur 20 minutes, t'as quand même 15-17 minutes de domination de Roman Reigns. Ce qui fait que, bon, c'est long, c'est un peu lent. Je trouve que c'est un peu lent. Je trouve que c'est l'un des seuls défauts du match, c'est la longueur et la lenteur, mais qui est assez logique et compréhensible. C'est-à-dire que c'est le rythme du match qui est comme ça et on veut nous le faire passer comme ça, c'est voulu et je le comprends, vraiment je le comprends, mais je pense que c'est aussi dû au fait qu'il était 3 heures du matin et que voilà, c'était un peu compliqué la fin de show, on va dire, avec tout ce qui s'était passé et voilà, j'étais un peu cuit, mais je trouvais un peu long, mais franchement c'est le seul défaut de ce match. Je n'irai pas jusque là, jusque dire que masterclass, storytelling et tout, c'était bien, c'était vraiment bien, c'était un vrai bon main event avec un vrai bon babyface et un vrai bon heel, parce que Roman Reigns est excellent pour le moment dans ce rôle, mais attention de pas s'enflammer. Pour l'instant, on n'en a pas vu grand chose, hein. Ne nous enflammons pas là-dessus. Il n'y a pas eu de grosses promos de Roman Reigns, il n'y a pas eu d'énormes faits marquants. L'attitude est bonne, ok, l'attitude est très bonne et ce qu'on nous montre de Roman Reigns, c'est excellent. Mais attendons. On connaît la WWE, on sait qu'ils sont capables de tout gâcher en quelques semaines, en quelques jours. Donc attendons, calmons-nous. Et parlons aussi de la tenue, forcément, de Roman Reigns. Je fais un peu tout dans le désordre là. Mais bon, bah il a enlevé son gilet, quoi. Il a enlevé son gilet pare-balles. Il est torse nu, Roman Reigns, et dans une forme incroyable. Je sais pas s'il a déjà été dans cette forme-là. Le fait de ne pas être là pendant quelques mois, je pense que le gars a bossé physiquement, mais un truc de malade mental. Il est voilà, il est stock, il est il est incroyable tout simplement. Mais voilà, sinon c'est la même tenue sauf sans le gilet, donc voilà, c'est pas incroyable non plus, mais voilà, ça fait sa petite différence et personnellement j'ai bien aimé. On a une fin de match où le frère de Jey Uso, donc Jimmy, va arriver et va demander à Jey d'abandonner, voilà, avec ce chiffon blanc, voilà, si tu le portes, et ben c'est la fin du match. Si tu le jettes sur le ring, tu abandonnes le match. Et Roman Reigns qui va enchaîner Jey Uso et qui voilà, Jimmy va être obligé de jeter ce chiffon sur le ring, ce qui va donner la victoire à Roman Reigns. J'ai bien aimé cette fin aussi, c'était un peu touchant avec Jimmy qui vient pour son frère et tout, ça c'était cool. Encore une fois, ça, en termes de storytelling et d'émotion, c'était vraiment bien. Vraiment, c'était un bon main event. Après voilà, chacun son avis sur le match en lui-même, mais le storytelling était vraiment cool avec cette fin. Donc voilà, je trouve que Roman Reigns s'en sort vraiment grandi dans le sens où tu comprends qui est Roman Reigns, où il veut aller, et ouais, c'est un grand pas en avant pour Roman Reigns. Donc vraiment, chapeau Roman Reigns et chapeau le gars qui a booké ce storytelling, qui a fait que ce match a été comme ça, parce que vraiment c'était du très bon niveau. Et donc le bilan de ce Clash of Champions, je mettrais un 6-7 sur 10, voilà, parce qu'il y a un petit ventre mou, avec Apollo Crews, avec le truc avec Bayley, Asuka, voilà, c'est pas forcément le truc que j'ai apprécié. Le match Orton-Drew McIntyre qui me laisse un peu sur le côté, j'ai envie de dire. Mais voilà, t'as un super opener et t'as une belle fin. Donc vraiment, pour un pay-per-view où de base, j'en attendais pas énormément de choses, c'est vraiment plutôt pas mal. Et ouais, je pense que le ladder match, par exemple, je m'en rappellerai d'ici quelques mois. Le Jey Uso, Roman Reigns, je m'en rappellerai d'ici quelques mois. Donc rien que pour ça, rien que pour ces images marquantes, je trouve que c'était plutôt un bon show. Donnez-moi votre avis sur ce show en commentaire. Et voilà, ça m'intéresse énormément, surtout sur le Roman Reigns Jey Uso. Je sais que je suis
voilà, je suis pas dans la partie qui aime beaucoup ce match, et je sais que beaucoup ont ont adoré ce match. Moi, je l'aime bien. Mais voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter, à me donner votre avis et à vous abonner. Bien sûr, nous, on se retrouve forcément dès demain pour la review d'Euro. Salut, salut!